Une scène sanglante dans un hôpital de Caroline du Nord, mais pas de la façon dont vous l'imaginez. Un patient d'hôpital est accusé d'avoir pris son sang et de l'avoir aspergé sur le personnel hospitalier, les exposant ainsi à une maladie. Nous analysons ces allégations troublantes. Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Chez Law and Crime, on croit avoir tout vu, mais la police dit que ce n'était pas un accident. C'était intentionnel, ce qui pousse à se demander pourquoi il n'a pas été arrêté immédiatement. Il n'a été arrêté que 6 mois après l'incident sanglant. Comment en est-on arrivé là? On ignore beaucoup des faits précédant l'incident, mais voici la version de la police. Le 21 mars, Cameron Gilchrist était hospitalisé à Raleigh. L'étendue de ses soins reste inconnue. Le mandat d'arrêt mentionne seulement sa présence pour des raisons liées au diabète. Les noms des victimes resteront confidentiels. Voici ce que je peux dire. Selon la police, il y avait 2 victimes, un homme et une femme. Pour cette histoire, appelons-les Jane et John Doe. Ils travaillaient à l'University of North Carolina Health Rex. Tous deux soignaient Cameron pour son diabète. Selon la police, il avait une perfusion au bras. Ensuite, il aurait retiré la perfusion et selon le mandat d'arrêt, Cameron aurait dirigé son sang séropositif dans les yeux de la victime. La même formulation a été employée dans les accusations visant Jane Doe. À la date approximative de l'infraction indiquée et dans le comté mentionné ci-dessus, le prévenu a illégalement et volontairement agressé et frappé Jane, une femme, en retirant sa perfusion de son bras, puis en dirigeant son sang séropositif vers les yeux de la victime, sans qu'il ait entré dans ses yeux. On ne sait pas si Jane ou John ont contracté le virus de l'immunodéficience humaine, mais selon le mandat d'arrêt, les 2 victimes ont été exposées au virus de l'immunodéficience humaine et ont eu des irritations aux yeux. Comme je l'ai mentionné plus tôt, cet incident s'est produit en mars, mais Cameron n'a été arrêté que le 11 septembre. Il a été inculpé de 2 chefs d'accusation pour avoir agressé du personnel d'urgence. Cette accusation serait un crime passible d'une peine de 39 mois de prison pour chaque chef d'accusation. Il est aussi accusé de voies de fait simples et sur une femme. On ignore pourquoi son arrestation a eu lieu si longtemps après l'incident. Selon Delaware AL, la police de Raleigh a indiqué que Cameron recevait des soins médicaux et psychiatriques lors de l'incident, ce qui empêchait son arrestation à ce moment-là. J'ai contacté University of North Carolina Health Rex. Voici ce qu'une porte-parole m'a déclaré. University of North Carolina Health Rex ne peut pas commenter un patient ou un incident impliquant ses employés en raison des lois sur la confidentialité. L'une de nos principales priorités est de protéger la santé et la sécurité de nos employés. Et Rex s'efforce continuellement de garantir un environnement de travail sûr. Malheureusement, les situations violentes et les menaces de violence à l'encontre des professionnels de santé sont devenues plus courantes dans tout le pays. Nos responsables hospitaliers collaborent avec la sécurité et les forces de l'ordre pour protéger le personnel et engager des poursuites si nécessaire. Donc, engager des poursuites judiciaires lorsque cela est nécessaire. Eh bien, à quoi cela pourrait-il ressembler? Je suis rejointe par l'avocate plaidante et fédérale Alexis Rosenberg. Merci Alexis d'être avec moi aujourd'hui. L'hôpital pourrait-il engager une action civile contre la femme de 25 ans? Eh bien, je ne pense pas forcément qu'ils vont engager une action, surtout en sachant qu'il a déjà fallu du temps avant même que des accusations soient portées contre elle, car il semble qu'il y ait des problèmes de santé mentale en jeu. Donc, cela va jouer sur la question de savoir s'il sera même suffisamment apte à comparaître devant le tribunal ou quand il le sera. Cependant, je pense que les employés de l'hôpital ont une très forte demande d'indemnisation des travailleurs contre l'hôpital. Qu'est-ce que cela signifie et à quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, pour l'instant, nous ne savons pas s'ils ont réellement contracté le virus de l'immunodéficience humaine, mais avec une réclamation d'un employé, si l'incident s'est produit pendant ou au cours de leur emploi, alors ils peuvent demander une indemnisation des travailleurs. Si jamais, et espérons que ce ne soit pas le cas, ils contractent le virus de l'immunodéficience humaine, alors, selon l'État, chaque indemnisation des travailleurs, ce à quoi ils ont droit, dépend de l'État. Mais on parle ici de leurs soins, de la perte de salaire s'ils ont besoin d'aménagement, ce genre de choses est généralement inclus dans la demande d'indemnisation des travailleurs. Évoquons ce que les victimes ont enduré dans cette affaire. Je comprends la délicatesse de la situation. Les vrais noms ne sont pas cités. Nous ignorons s'ils ont le virus de l'immunodéficience humaine, mais quel est votre avis sur les informations actuelles? Et c'est une histoire vraiment sordide, dans le sens où on ne voit pas ce genre de choses arriver très souvent.
Le fait que la perfusion ait été arrachée et que du sang ait touché les yeux des employés de l'hôpital leur a causé une irritation. On ignore s'ils ont contracté le virus de l'immunodéficience humaine, mais j'imagine combien la situation a dû être effrayante. Que le suspect n'ait pas été arrêté pendant des mois, je n'ose imaginer ce que les victimes ont enduré. Eh bien, c'est terrifiant. Et comme tu l'as dit, c'est tout simplement dégoûtant. Bien sûr, les employés ont l'habitude de travailler autour de fluides corporels et ce genre de choses et de prendre certaines précautions. Donc, alors que nous sommes ici sans être dans le domaine médical, c'est comme si on nous jetait du sang dessus. C'est tout simplement, comme tu l'as dit, dégoûtant. Ils ont l'habitude d'être entourés de fluides corporels. Cela dit, il y a le stress et la terreur de ne pas savoir si on a contracté le virus de l'immunodéficience humaine ou une autre maladie, parce qu'on parle de sang ici. Donc, rien que ça, c'est terrifiant. Le stress d'avoir à attendre pour savoir, vous savez, si vous avez attrapé quelque chose et, comme je l'ai dit, extrêmement éprouvant. Il n'y a vraiment pas d'autre mot pour ça, tant qu'ils n'auront pas découvert exactement quelles sont les implications à long terme. Et qu'est-ce qui change concernant l'évolution de l'affaire si les victimes contractent le virus de l'immunodéficience humaine? Donc, je veux dire, c'est intéressant d'un point de vue criminel parce qu'on parle du fait qu'il a arraché la perfusion. Donc, ce n'est pas comme s'il s'était retourné et avait, par exemple, frappé l'une des infirmières. Je veux dire, donc il l'a arraché. Quelle était l'intention? Où était-il? Il y a beaucoup de facteurs du côté criminel dont nous parlons. S'ils le font, ils pourraient évidemment aggraver la situation parce que en Caroline du Nord, il s'agit d'un crime d'agresser, ce dont il a été accusé, un professionnel de santé. Et ensuite, la peine ou la durée de prison peut être alourdie, selon si cela a causé des blessures corporelles graves. Et le virus de l'immunodéficience humaine serait certainement considéré comme causant des blessures corporelles graves. En général, les cas d'exposition intentionnelle au virus de l'immunodéficience humaine concernent un contact sexuel. Ce sont des personnes ayant des rapports sexuels sans divulguer leur statut virus de l'immunodéficience humaine, mais ici c'est un peu différent. Le mandat d'arrêt affirme que, vous savez, en revenant sur le fait qu'il a arraché la perfusion et a intentionnellement aspergé du sang, parce que c'est la formulation qu'ils ont utilisée dans ces documents judiciaires. Globalement, quelle est la gravité de cette affaire sur le plan criminel? C'est un crime, une accusation d'agression. Dans ce contexte, que pensez-vous de la gravité de l'affaire? C'est aussi grave parce que, vous savez, il y a potentiellement des personnes qui essaient simplement de s'occuper des patients et qui pourraient maintenant avoir le virus de l'immunodéficience humaine. Mais je pense quand même, et nous n'avons pas tous les faits concernant cette affaire. Si c'est une situation où, disons, un patient ne voulait plus rester là et qu'il arrache sa perfusion et que le sang gicle partout, je pense que le procureur aura du mal à prouver qu'il a intentionnellement essayé d'asperger de sang les soignants. Alors que si vous avez une situation où la personne était là et qu'il y avait une sorte de déclaration ou quelque chose du genre je veux t'asperger de sang, ben, il y a une différence entre arracher une perfusion et jeter réellement du sang sur quelqu'un. Donc, je pense qu'il y a potentiellement des problèmes à ce niveau-là, mais je crois surtout qu'il y a aussi tout l'aspect santé mentale à prendre en compte. Donc, vous savez, est-ce qu'il sera finalement condamné ou plaidera-t-il coupable à ces accusations spécifiques? Nous ne le savons pas. Il se peut qu'il plaide coupable ou que ce soit simplement une situation où, vous savez, on détermine qu'il a besoin d'aide psychologique ou qu'il n'est même pas en état de comparaître devant un tribunal. D'après vous, qui rencontre le plus d'obstacles ici, la défense ou l'accusation? Parce que je peux voir un argument pour les deux, surtout pour les procureurs qui doivent prouver hors de tout doute raisonnable. Si on en arrive à ce point lors d'un procès ou, dans le cas où, vous savez, il l'a fait intentionnellement, parce que je pense simplement à tout le geste d'arracher intentionnellement une perfusion qui est attachée à votre bras. Et ensuite, j'imagine que c'est comme ça que ça se passe dans le mandat d'arrêt, en projetant le sang. Pensez-vous qu'un jury verrait cela comme un moment de détresse émotionnelle, qu'il traversait une crise de santé mentale, qu'il a arraché la perfusion par réaction et que le sang a éclaboussé les employés de l'hôpital? Je comprends que cela puisse bénéficier à l'accusation comme à la défense. Qu'en pensez-vous? Absolument, Elisabeth. Je pense que nous n'avons pas les détails précis de ce qui s'est réellement passé, parce que je comprends ce que vous dites, mais je peux aussi imaginer une situation où il se dit, je veux sortir d'ici.
Et dans un hôpital, à moins d'être sous une forme de détention psychiatrique, vous savez, avec une ordonnance du tribunal, vous avez le droit de quitter un hôpital. Vous avez le droit de refuser et de dire « je ne veux pas de ce traitement » ou « je ne suis pas d'accord avec ça ». Vous avez le droit de dire « je ne veux plus de perfusion dans le bras ». Vous avez le droit de dire ça. Donc, je veux dire, nous ne connaissons pas la situation exacte. D'après ce qui ressort, il semble qu'il l'ait arraché intentionnellement pour leur mettre du sang dessus. Mais je ne sais pas forcément s'ils ont assez de preuves pour appuyer cela ou si c'est une situation où il a simplement dit « Je veux qu'on m'enlève la perfusion du bras. Et si vous ne l'enlevez pas tout de suite, je vais l'enlever moi-même. Ce n'est pas un professionnel de santé. » Donc, vous savez, il aurait pu retirer cette perfusion parce qu'il a le droit de dire « Je ne veux plus de perfusion ». Et cela aurait pu, sans le vouloir, projeter du sang dans la pièce. Et vous savez, il y a tellement de stigmatisation autour du virus de l'immunodéficience humaine, mais je suis curieuse, Alexis, de savoir si vous pensez que Cameron ferait toujours face à cette accusation d'agression s'il n'était pas supposément séropositif. Encore une fois, je pense que cela dépend vraiment des détails. Et nous n'avons pas ces détails précis pour savoir s'il ferait face à des accusations d'agression. Vous ne pouvez plus entrer, même si vous refusez le traitement ou bousculez un professionnel de santé. Cela reste une agression. Donc, la loi ne change pas parce que vous êtes dans un hôpital. Elle n'est ni atténuée ni renforcée. Vous ne pouvez pas agir de façon inappropriée ou faire quelque chose d'illégal à l'extérieur ou à l'hôpital. C'est la même chose. Donc, tout est dans ces détails. Est-ce qu'il y a arraché cette perfusion pour leur asperger du sang en sachant qu'il avait le virus de l'immunodéficience humaine? C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est je veux qu'on m'enlève la perfusion. Et eux disent on ne va pas l'enlever tout de suite. Et puis ils l'enlèvent lui-même et sans le vouloir, ils sont éclaboussés. En réalité, cette affaire dépendra de ces détails et de la capacité à les prouver. Mais nous avons aussi, vous savez, la question de l'intention et quelqu'un qui, parce que cela a pris tellement de temps et qu'il a finalement été placé en observation psychiatrique à cause du retard dans le dépôt de ces accusations, avait-il l'intention? Je veux dire, c'est aussi une question, vous savez, était-il même assez lucide pour pouvoir prendre la décision de faire cela, de sortir cela intentionnellement pour asperger leur sang et les contaminer avec le virus de l'immunodéficience humaine? Et pourquoi pensez-vous que les accusations et les arrestations n'ont eu lieu que plusieurs mois plus tard? D'après ce que nous savons, c'est parce que Cameron était en hospitalisation psychiatrique sous contrainte. Mais il me semble qu'on a déjà vu des cas de personnes qui étaient à l'hôpital et qui ont été placées en état d'arrestation. Pourquoi penses-tu que ce n'était pas pareil dans ce cas-là? À l'hôpital, la loi sur la portabilité et la responsabilité de l'assurance maladie s'applique dans ces cas. Donc, parfois, il y a un retard dans les accusations ou cela retarde une enquête à cause de ça. Je pense que dans cette situation, d'après ce que nous savons maintenant, il était en garde à vue psychiatrique. Donc maintenant, ils doivent prendre une décision. Était-ce involontaire? Était-ce criminel? Comment cela s'est-il produit? Et c'est pourquoi je dis que l'intention se trouve dans ces détails. Et nous n'avons pas l'intégralité du dossier d'enquête. Donc nous ne les connaissons pas. Mais à un moment donné, la police a apparemment déterminé que c'était un acte intentionnel qu'il a commis dans ce but. Et penses-tu qu'un grand jury l'inculpera pour ces accusations? Eh bien, il a été inculpé. Il a été inculpé pour l'agression d'un professionnel de santé en Caroline du Nord. Cela peut aller jusqu'à 2 ans. Cependant, s'il s'agit de blessures corporelles graves, la peine de prison peut être augmentée. Il a été inculpé de 2 chefs d'accusation à ce sujet. Et disons, tu sais, ça, je vais juste le dire, Alexa, disons qu'il est ton client. Quelle stratégie adopterais-tu s'il était ton client? Je dirais que ce n'était pas intentionnel, qu'il voulait simplement qu'on lui enlève la perfusion du bras, qu'il avait peut-être exprimé d'une certaine manière qu'il voulait qu'on lui enlève la perfusion et que son intention n'était pas de les asperger. Et il n'a vraiment rien fait, tu sais, de volontaire. Et en plus, il n'était même pas capable, parce qu'il faisait une crise psychotique, de prendre la décision de leur nuire intentionnellement. Sa prochaine audience au tribunal est dans quelques semaines. Que penses-tu qu'il se passera alors?
Eh bien, je pense que c'est la première comparution qu'il fait parce qu'il était en hospitalisation psychiatrique ou dans un établissement psychiatrique. Donc, à ce stade, il est probable qu'il va plaider non coupable, je suppose. Nous verrons comment cela évolue et espérons avoir plus d'informations ensuite. Je comprends aussi combien une affaire comme celle-ci est délicate, surtout quand elle concerne le système hospitalier et le statut des patients. Alors, Alexis Rosenberg, je tiens à vous remercier énormément pour votre analyse de cette affaire. J'apprécie vraiment le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Elisabeth, merci de m'avoir invitée comme toujours. Au moment de cet enregistrement, Cameron Gilcross est détenu derrière les barreaux avec une caution fixée à 25 000 $. Sa prochaine audience est fixée au 8 décembre et il a un avocat commis d'office selon les registres en ligne. C'est tout pour cet épisode. D'autres épisodes sont sur la chaîne YouTube de Law and Crime. Mais pour l'instant, je suis Elisabeth Milner et vous étiez dans Inside the Crime.